suis Eric, référent départemental Proche-Orientation, une mission de la région Hauts-de-France. Le rendez-vous d'aujourd'hui met en lumière le secteur de l'agriculture, lequel ne se résume pas qu'à la culture ou à l'élevage. Bien d'autres activités existent, telles que la sylviculture, l'agroéquipement, la recherche, pour ne citer que cela. Et qui de mieux pour nous en parler de ce métier au quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jerry Méozone, exploitant agricole à la ferme de la Fresnay à Franois. Bonjour Jerry. Bonjour Eric et bonjour à tous. Jerry, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous qui vous êtes, s'il vous plaît. Donc Jerry Méozone, j'ai 46 ans, je suis agriculteur, méthaniseur et puis spirulinier. Je suis natif des Flandres et venu m'installer dans l'Avesnois, à Franois, donc en 2000. Je dirige aujourd'hui la ferme de la Fresnay avec mes deux associés, donc mon frère Gauthier et un voisin qui est venu nous rejoindre en 2015 qui s'appelle Eric Rouy. Donc notre exploitation est aujourd'hui très diversifiée. À la base, nous sommes une exploitation de polyculture élevage avec 200 hectares et 150 vaches laitières avec 50 hectares de prairies. Nous avons décidé de nous diversifier donc en 2013 avec l'installation d'une station de méthanisation par voie sèche avec 5 digesteurs qui produisent de l'électricité et qui est réinjectée sur le réseau EDF et qui produit aussi de la chaleur, laquelle est utilisée pour chauffer des serres pour une production de spiruline. Donc au niveau des méthaniseurs, ce que nous émettons, c'est plus de 60% des fluents de l'élevage, donc du fumier, du lisier. Nous y mettons aussi tous les déchets verts, donc de la communauté de communes du pays quercitain. Donc c'est-à-dire que nous avons une benne qui est utilisée au niveau de la déchetterie. Et aussi les particuliers qui nous ramènent des déchets verts, et nous avons aussi tous le marc de pommes des vergers telliers, et tout ça nous aide à produire un biogaz. Donc on a eu grâce à cette diversification le trophée de l'innovation territoriale en 2016. Et donc avec toute cette chaleur, on fabrique sur 500 mètres carrés de bassin une production de spiruline. Très bien, écoutez Jerry, pour mettre des images sur vos propos, je vais vous proposer une vidéo qui a été tournée chez vous. J'avançais trop de trucs sur la méthode. Champ est dans ces bassins sous serre. Il y a ici 250 mètres carrés d'une eau chauffée à 35 degrés, milieu de culture de la spiruline. On la voit pas à l'œil nu, hein. De toute façon je peux en prendre dans la main. La spiruline, on parle d'une microalgue, mais en réalité c'est une cyanobactérie. Donc, mais on utilise le terme de microalgue, et donc cyanobactérie, c'est qu'elle est visible au microscope. Cette microalgue apparaît lors du filtrage. La spiruline, encore liquide, s'écoule doucement. Et côté rendement, on est ici bien loin des tonnes produites habituellement sur une exploitation agricole. On parle d'un rendement moyen à peu près autour de 1 kg, 1,2 kg par mètre carré. Donc nous, avec 250 mètres carrés, en production moyenne autour de 250 kg. Donc par an. Une production complémentaire sur cette exploitation agricole déjà diversifiée. Jerry Méozone travaille avec son frère et un troisième associé en polyculture élevage. 200 hectares dont 60 de prairies, un troupeau de 140 vaches laitières et une installation de méthanisation.
5 digesteurs produisent du biogaz à partir du fumier et d'autres déchets organiques. Et c'est avec ce gaz que sont produits électricité et chaleur. L'électricité est directement envoyée sur le réseau EDF et la chaleur est valorisée sur l'exploitation, donc à peu près 30% pour chauffer les jus de la méthanisation et 70% la spiruline. C'est un cercle vertueux, rien n'est gaspillé. De la chaleur gratuite pour cultiver la spiruline qui doit maintenant être pressée et séchée. Le produit contient 60% de protéines, il est pauvre en calories, mais très riche en vitamines et oméga 6. On parle d'un super aliment à consommer en brindilles, 1 à 2 cuillères à café par jour, tonus et vitalité garantie. Géry, comme je vous le disais, l'agriculture comprend de nombreux domaines tels que la pêche, la forêt et les cultures, bien évidemment. Vous, concrètement, quel est votre métier? Alors, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, mon métier est très diversifié. D'abord, j'ai un cheptel de 150 vaches pour produire un volume de lait d'1,4 million de lait et 200 hectares, dont une centaine d'hectares est utilisé pour justement cette production de lait, donc 50 hectares de prairies et 50 hectares de maïs en silage. Donc depuis 2012, comme j'en ai parlé, 2012, on a décidé de se diversifier. Donc le principe était simple, c'est à partir de notre exploitation, quelle diversification on pouvait faire et quelle, nouvelle matière on pouvait produire. Donc le projet de biogaz, c'est très vite a très vite émergé, comme opportunité. Donc ça n'a pas été sans mal puisque c'est des dossiers quand même très lourds et des investissements qui sont assez importants. Mais comme on avait au niveau de l'exploitation entre 4 et 5 000 tonnes de déchets en fumier lisier, et on avait aussi un projet territorial de récupérer tous les déchets verts de la communauté de communes. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que dans notre station, il n'y a que vraiment des déchets. Donc tous les déchets verts, donc on a une benne agricole qui est inclus dans la nouvelle déchetterie qu'on va récupérer nous-mêmes, et tout ça, pour 0 €. C'est-à-dire que le contribuable aujourd'hui ne paye strictement rien. C'est-à-dire que c'est nous qui allons mettre la benne, c'est nous qui allons la rechercher, et il n'y a aucun frais, payé par le contribuable. De même par rapport aux mares de pommes qui est au verger tellier, donc qui est à 5 km, où on récupère entre 500 et 1000 tonnes de mares de pommes. Et là, c'est pareil, c'est un contrat moral, c'est-à-dire qu'on récupère au verger tellier, dès que la benne est pleine, nous allons chercher ce marc de pommes et donc pour aucun frais pour lui, et donc c'est vraiment une opportunité pour des actions communes, enfin des actions territoriales et communes que l'on a au niveau du territoire. Et tout ça, ça nous permet, pour alimenter le moteur, il nous faut à peu près entre 50 et 60 mètres cubes de gaz à l'heure. Donc comme un moteur, il tourne plus de 8000 heures, ce qui fait une production de 400 000 mètres cubes de gaz par an. Donc vous produisez du gaz, donc c'est vraiment dans l'air de temps, transition écologique. Alors et oui, donc l'agriculture, c'est aussi ça. Cette production alimente donc un moteur, comme je le disais, il faut plus de 50 mètres cubes de gaz à l'heure. Et alors le moteur, c'est comme un moteur de voiture, à la place de mettre de l'essence ou du gasoil. On y met du gaz, donc c'est le biogaz, donc qui est d'abord purifié. Et le moteur, c'est un 5 cylindres, donc 400 chevaux, qui tourne en permanence et qui fait tourner une génératrice qui nous permet de produire l'électricité. Le même principe qu'une dynamo sur un vélo. Et là, donc, on a cette génératrice qui nous fabrique de l'électricité, et le moteur, comme il ne bouge pas, donc il chauffe en permanence, et toute la chaleur de ce moteur est récupérée. Et donc, on a à peu près autant de kilowatts thermiques que de kilowatts électriques sortis. Donc, on a à peu près à disposition 100 kilowatts thermiques à l'heure de disponibles au niveau du moteur. Et donc cette eau chaude qui a plus de 60 degrés nous sert à alimenter d'une part la station de
la station de méthanisation, mais elle sert aussi à chauffer l'eau chaude sanitaire et aussi de chauffer les bassins de spiruline. Donc ça veut dire que vous ne faites pas payer aux contribuables l'enlèvement des déchets verts des entreprises locales. Ça vous permet aussi de produire de l'électricité réinjectée dans le réseau et de la chaleur. Et pour cela, je vais vous proposer une vidéo qui nous parle de la méthanisation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de gaz renouvelable, de gaz bio ou encore de gaz vert. Il s'agit en fait de biogaz ou de biométhane. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Le biogaz et le biométhane sont des gaz issus de la décomposition de matières organiques, déchets ménagers, verts, agricoles ou encore industriels. Des déchets valorisés, quelle bonne idée! Mais comment ça marche ? Voici un méthaniseur, aussi appelé digesteur. C'est là-dedans que tout se joue. Les différentes matières organiques y sont mélangées et chauffées. Privées d'oxygène, des bactéries se développent, libérant ainsi un gaz riche en méthane. C'est le biogaz. Une fois purifié et contrôlé, il devient alors du biométhane, prêt à être injecté dans le réseau de distribution de gaz existant. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ce procédé de transformation, que l'on appelle la méthanisation, on récupère également une matière solide, le digestat, qui constitue un engrais 100% naturel et écologique. Malin ? Vous connaissez sans aucun doute le gaz naturel. Bonne nouvelle, le biométhane a les mêmes caractéristiques et les mêmes usages que le gaz naturel. On peut donc se chauffer, cuisiner et même rouler avec sans rien changer. Mais ils n'ont pas la même origine, et ça fait toute la différence. Le gaz naturel est une énergie fossile, dont les gisements se situent à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous. Et son renouvellement à l'état naturel prend des millions d'années. Le biométhane est une énergie 100% renouvelable, car les déchets, dont on ne manque pas, sont valorisés sur une échelle de temps très courte. Et en plus, il est produit en France. Vous l'aurez compris, le biométhane a plein d'atouts. C'est tout un écosystème qui contribue à une gestion économique des déchets, pérennise les exploitations agricoles et crée des emplois locaux. Et il permet aussi et surtout de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et nos émissions de CO2. En résumé, le biométhane, c'est une énergie propre, locale et une véritable économie circulaire qui profite à tous et surtout à la planète. Alors pour Planète Oui, le biogaz, c'est la base. Géry, pouvez-vous nous décrire une journée type, si toutefois journée type il y a? Donc la journée type, je dirais, se compose un peu de la façon suivante. Donc les trois associés, à partir du moment où on a des vaches laitières, on se lève, on démarre tous les jours notre journée à 6 heures, donc debout 5h30. Donc ensuite, la première chose que l'on fait le matin, c'est s'occuper des animaux et de la traite. Donc on est souvent à 3 plus un salarié, j'irai, à s'occuper des animaux. On a ensuite l'associé, donc Eric, qui s'occupe des animaux après toute la journée et qui reprend la traite le soir. Donc on démarre à 6 heures et on finit la journée à environ vers 18-19 heures, hors travaux des champs, c'est-à-dire que pendant les périodes de récolte, les périodes de semis, les journées sont plutôt rallongées jusqu'à 20h, 21h, 22h et des fois pendant les récoltes la nuit. Donc ça, c'est ce qui se comporte au niveau de l'exploitation, je dirais, de base de polyculture. La production de spiruline, elle est un peu plus au niveau temps, enfin saisonnière, c'est-à-dire qu'on a une grosse période de production et de récolte qui se situe du mois d'avril au mois de septembre-octobre. Donc comme en ce moment je continue à récolter, mais ce sont des journées 1 fois à 2 fois par semaine. Donc là on a tout un système d'automatisme qui fait en sorte que quand on arrive à 6 heures le matin, il y a déjà une partie de la récolte qui est effectuée. Et donc là après on en a jusqu'à midi pour finir à récolter la spiruline. Et au niveau du biogaz, c'est un peu comme l'élevage, c'est 365 jours sur 365. Et donc là, il y a des jours où on a une demi-heure
3 quarts d'heure de boulot, puis il y a des journées, on a 4-5 heures de boulot. Donc on essaye de l'organiser pour les 4-5 heures de boulot. Donc c'est tous les mardis matins, il y a une journée une demi-journée consacrée au biogaz, c'est-à-dire où on vide et on remplit un digesteur. Et ensuite, le reste du temps, c'est plus de la vérification. Le souci, c'est que comme le gaz, il doit alimenter tout le temps le moteur. Le moteur peut aussi bien tomber en panne les dimanches, à Noël, les jours fériés. Et là, il faut agir en permanence. Donc c'est le métier d'agriculteur. Le métier d'agriculteur, c'est bien, mais bon, c'est quand même très très prenant au niveau timing. On arrive à se libérer un week-end sur 3, donc au niveau des associés, donc on a chacun un week-end, et on prend une quinzaine de jours de vacances par an. Donc, de par la polyculture, le biogaz et aussi la spiruline, ça veut dire que vous êtes en contact avec bon nombre, au quotidien, bon nombre de personnes qui travaillent directement ou indirectement avec vous, pour l'entretien, par exemple, ou autre activité. Donc, beaucoup de relations sur des métiers connexes, tels que les métiers conseils, les métiers de la vente. Par exemple, vous vendez votre spiruline. La maintenance de l'agroéquipement pour vos agents agricoles. Donc et oui, dans notre métier, il faut. Alors je vais prendre deux métiers, deux structures que l'on a différents entre les cultures, où aujourd'hui on a des tracteurs qui sont de plus en plus chers, de plus en plus sophistiqués. On a des GPS avec des pilotages, automatique, voire semi-automatique, donc avec des investissements de 80, 100, voire plus pour un tracteur bien équipé, donc 80 à 100 000 euros. Et donc pareil au niveau du matériel de l'élevage. Aujourd'hui, nous on n'est pas équipés, mais il y a aussi la robotisation. Et donc et à côté de ça, la production de spiruline. Là on a tout du petit matériel, donc c'est un laboratoire de transformation. Donc on travaille avec des pH-mètres, avec du matériel labo. Et donc toutes ces productions font que quand même on a énormément de personnes qui interviennent dans l'élevage, qui sont là, et on a du professionnel quand même très qualifié qui nous entoure et qui permet aussi d'être toujours à la pointe. Et donc au niveau de la spiruline, aujourd'hui on a, grâce à la Fédération des spiruliniers de France, tout un tas de petits matériels. Aujourd'hui on est quand même relativement bien suivi, et avec qui on peut avoir du conseil. Donc là c'est plus du matériel qu'on a au niveau des intervenants nationaux, mais on est quand même pas mal suivi et relativement bien épaulé dans tout ce système. Très bien. Donc, concernant l'agriculture en Hauts-de-France, il faut savoir que c'est 2,1 millions d'hectares de surface agricole utile, soit 67% du territoire régional, avec 25 410 exploitations agricoles, 41 000 exploitants et 13 000 salariés agricoles permanents. Et pour mémoire, durant la période de confinement, les agriculteurs ont dû répondre à une demande forte de la part des Français, qui sont de plus en plus friands des circuits courts et des produits locaux. Et pour cela, je vais vous proposer de lancer une vidéo concernant l'agriculture en Hauts-de-France.
Donc, Géry, comme le montre cette vidéo, effectivement, beaucoup de métiers connexes avec des engins de plus en plus performants, ce qui réclame aussi des formations régulières, je suppose, soit à l'interne ou à l'externe auprès des différents prestataires ou centres de formation. Alors moi j'ai d'abord passé un bac général et ensuite un BTS production animale parce que ma vocation c'était plutôt tournée vers la production animale, donc la production laitière notamment. Et donc j'ai fait un BTS production animale à l'Institut de Genève. Et j'ai ensuite, grâce à un premier à 10 années d'expérience en tant que salarié dans une structure de conseil en élevage, où j'ai passé beaucoup de formations, et donc il faut sans cesse se remettre en cause et en question. Donc avant de m'installer, donc j'avais quand même une formation très complète sur la production de lait. Ensuite, sur la méthanisation, on a été quelques jours en formation, mais c'est plus mon frère qui s'était
formé sur la méthanisation, et moi j'ai resuivi un cursus de formation pour me spécialiser en spiruline, parce qu'entre nourrir une vache de 700 kilos, une microalgue qui est la spiruline qui fait 70 microns, c'est pas du tout pareil. Et donc je fais partie de la Fédération des spiruliniers de France, ce qui permet d'avoir pas mal de formations, et que ce soit aussi bien en élevage, en culture, en production de spiruline. Et je suis aussi des formations en commercialisation de spiruline, parce que la commercialisation pour un agriculteur, c'est pas forcément toujours évident, et donc j'ai suivi tout ce processus de formation, et on est sans cesse, de toute façon, dès qu'il y a des nouveaux types de formations de créer, on essaye de repartir régulièrement entre guillemets à l'école pour apprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes ou de nouvelles compétences. Et vous parliez de Gauthier, votre frère, lui également a poursuivi un cursus dans un lycée agricole. Donc oui, mon frère a aussi suivi une formation de BTS. Donc lui c'est plutôt axe. Donc c'est un autre BTS qui est plus sur la gestion des exploitations agricoles. Et après il s'est diversifié. Enfin il s'est plus spécialisé en culture. Donc on a chacun nos domaines, donc on s'est remplacé l'autre, mais on a chacun nos domaines, un peu de spécialisation. Donc ce qui est bien et pas bien, parce que ça permet vraiment de se diversifier, mais dans nos exploitations, demain on n'est pas à l'abri d'un problème de santé, et donc il faut savoir aussi remplacer l'autre. Diversifier, c'est bien. Comme nous on a 4 métiers différents, l'élevage laitier, les cultures, la méthanisation et la spiruline, mais il faut qu'on sache aussi bien s'épauler, et on est heureusement bien encadré par des différents collaborateurs au niveau de l'exploitation. Donc complémentaire et polyvalent, c'est les secrets de la réussite. Donc pour vous qui nous écoutez, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez commencer par un CAP que vous complétez par la suite par un brevet professionnel. Il existe également différents bacs pro, par exemple la conduite de gestion d'entreprise agricole, et comme Géry, vous pouvez le poursuivre vers un BTS. Et n'oubliez pas que ces formations sont possibles par la voie scolaire, par l'apprentissage, mais aussi par le contrat de professionnalisation. Donc, on peut constater que à travers tous ces métiers connexes, ça représente beaucoup de débouchés, et que l'agriculture représente plus de 28 000 emplois. Et c'est surtout un secteur qui recrute, et notamment dans la conduite d'engins, l'assistance technique, ou simplement en tant qu'aide agricole. Pour vous, Géry, comment vous fonctionnez au niveau interne de l'exploitation? Alors, vous imaginez bien, avec tous ces différents types de diversification que l'on a sur l'exploitation, on est entouré, donc on est les 3 associés, donc moi, mon frère et donc Eric. Donc on a chacun nos tâches, nos spécialisations. Donc Eric, lui, c'est plus l'élevage. Mon frère, il s'occupe plus des cultures et de la méthanisation. Moi, je m'occupe plus de la spiruline, et en partie aussi de l'élevage et de toute la partie administrative, parce qu'on a 3 structures au niveau de l'exploitation. Mais on est aussi entouré par des salariés. Donc on a aujourd'hui un salarié permanent qui est un ancien stagiaire et qui a été apprenti et qui est là depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc lui, c'est le salarié permanent, je dirais, c'est le 4e pilier de l'exploitation. Donc lui gère toute la mécanique, il sait aussi bien gérer la traite, il sait aussi gérer, c'est-à-dire il sait nous remplacer sur n'importe quelle tâche aujourd'hui qui est faisable sur l'exploitation. Quand il y en a un qui est absent ou un qui est malade, je dirais, il est capable de faire toutes les différentes tâches sur l'exploitation. Donc on a aussi des apprentis, on est une ferme quand même pas mal ouverte sur l'apprentissage, et les stagiaires. Donc on a des demandes tous les ans. Donc on a quand même pas mal de stagiaires en agricole. Donc c'est soit en conduite d'engins agricoles, en mécanique,
ou alors plus spécialisés dans le lait. Donc en ce moment, on a 2 apprentis, on a 2 stagiaires, donc qui se relayent. Donc c'est au niveau des plannings, on gère un peu avec les différentes écoles et centres de formation. Donc on a un apprenti actuellement qui a 20 ans, qui est là depuis 4 ans. On a un jeune qui vient de démarrer, qui a 15 ans et demi. Donc lui, c'est tout nouveau pour lui. Mais le fait de les avoir dès le départ au niveau de l'exploitation, ça permet de découvrir pour lui et pour nous. Et le fait d'apprendre, c'est une réelle volonté de notre part et c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc on prend le temps et les jeunes souvent nous le rendent très bien. Et il y a quelque chose aussi de nouveau. Enfin, on a la demande, c'est par rapport à la spiruline, où là on a quand même beaucoup de jeunes, donc de jeunes demoiselles qui viennent et qui s'intéressent. Donc on en a en élevage et on a des stagiaires aussi en vétérinaire, en élevage et aussi en spiruline. Et là, la spiruline, c'est quelque chose qui amène quand même beaucoup de curiosité. Et donc tous les ans, je pense en relation au moins avec entre 10 et 15 étudiantes plutôt qui sont passionnés par alors soit par l'environnement, donc par la méthanisation, le biogaz, ou par la production de spiruline. Et là actuellement, on a eu une stagiaire pendant 2 ans qui est une ancienne prof de physique-chimie qui a décidé de se reconvertir et donc qui était à l'université donc de Maubeuge en laboratoire et qui qui a travaillé ici pendant 6 mois dans l'atelier de spiruline et qui demain pourrait ouvrir, ses compétences à l'élevage parce qu'elle aime bien ça. Alors il y a quelques années, on lui aurait dit qu'elle aurait travaillé dans l'exploitation agricole. C'était pas du tout son projet, mais aujourd'hui, elle s'est trouvée une voie et il n'est pas dit que demain, elle pourrait traire des animaux, des vaches, donner à boire à des veaux. Et ça, c'est réellement une volonté aussi de notre part d'accueillir des étudiants, d'accueillir des groupes, des écoles. Comme là l'année prochaine, cette année avec le Covid, j'ai eu beaucoup de bus qui se sont arrêtés, qui ont été annulés. Mais par contre l'année prochaine, j'ai déjà au moins 5-6 bus d'étudiants et donc on ouvre aussi l'exploitation par sa diversification, ouvre aussi ses portes à des étudiants et ça peut donner de la sorte, je dirais, des vocations que des jeunes ont du mal à trouver leur voie et des vocations sur l'environnement, sur l'élevage, et donc ça, si à chaque fois dans une classe, il y a 1 ou 2 personnes, on a pu ouvrir, sur un œil extérieur ou sur un autre monde du milieu agricole, c'est pour nous quelque sorte une petite victoire par rapport à des différents débouchés que des jeunes peuvent avoir. Donc ça veut dire que l'accueil de ces stagiaires ou par mode d'apprentissage ou contrat d'autorisation, c'est une plus-value pour vous et pour celui qui vient donc. Et vous parliez aussi des femmes dans le milieu agricole, donc c'est pas un métier du tout misogyne et on s'attend à ouvrir vers le déploiement d'agricultrices au niveau régional et national. Vous avez dans vos connaissances des femmes agricultrices ou alors que des gens qui sont salariés chez vos partenaires? Alors oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui quand même les femmes agricultrices, il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant ou pas. Bon, nous on a des voisins où c'est les épouses qui traitent, c'est les épouses qui s'occupent du robot, ou alors c'est les épouses qui s'occupent de la diversification, de transformation de produits laitiers, de vente à la ferme. Bon, nous dès le départ à la spiruline, c'est vrai qu'on a eu une jeune qui a passé son BTS et en contrat d'apprentissage. Et donc, le matin, elle s'occupait de la spiruline, qu'elle connaissait pas du tout, et l'après-midi, elle s'occupait de l'atelier laitier. Aujourd'hui, le boulot dans une exploitation, il n'est pas, je dirais, 100% physique, même s'il est des fois dur. Mais aujourd'hui, les femmes ont quand même tout leur intérêt, je dirais, et leur place au niveau des exploitations. Moi, demain, je vous cache pas que j'ai 2 filles. S'il y en a une des 2 qui veut revenir sur l'exploitation, s'occuper de la spiruline, de la vente au détail,
Et ou alors pourquoi pas des robots de traite, j'irais même conduire un tracteur. Hein, c'est pas choquant aujourd'hui de voir une femme conduire un tracteur et c'est quelque chose qui moi j'irais me séduit assez bien. Donc mon épouse travaille à l'extérieur, mais aujourd'hui une femme dans une exploitation agricole, c'est quelque chose qui est courant. Et bon, après c'est dans la diversification qu'on en donne. Moi j'ai d'autres projets, j'irai pour l'avenir et qui seraient très bien pour la place d'une de mes filles ou peut-être d'une belle-fille. Donc ça, l'avenir, j'irai nous le dira. Et Géry, je voulais revenir sur un point. Est-ce que vous faites de la culture bio dans vos 200 hectares? Est-ce qu'il y a une part pour le bio ou pas du tout? Alors aujourd'hui, notre exploitation, non, n'est pas tournée vers le bio, c'est-à-dire qu'on a des cultures conventionnelles. Donc, faut savoir, par exemple, si je prends ma production principale en production laitière, passer en bio laitier, c'est quand même quelque chose de très très compliqué. Bon, j'ai des voisins qui le font, il y a des réussites, je vais prendre comme cette année, hein, on a connu une année de sécheresse où on peut pas se tourner vers n'importe quel type de production, c'est-à-dire on est obligé de prendre que des productions bio et où les stocks sont quand même très compliqués. Donc il faut être quand même très, c'est un projet qu'il faut bien prévoir et bien mûrir. Alors nous on a une spécificité, c'est par rapport à notre biogaz. C'est qu'aujourd'hui, on a un digestat. Donc, le digestat, c'est le résidu de la matière organique qui sort des digesteurs. Et donc, ce digestat est utilisable en valorisation bio. C'est-à-dire, je prends un exemple sur nos prairies. Alors, il n'y a aucun traitement, aucun désherbage. On y met quasiment plus rien en engrais chimiques. C'est-à-dire qu'un petit peu à la sortie d'hiver, mais on met 10-20% de ce qu'on mettait auparavant. Et par contre, on y met à chaque passage d'animaux, à chaque récolte, on y met du digestat. Donc, si je prends au niveau de mes prairies, demain, on est en train de travailler là-dessus. On pourrait faire l'impasse complète, j'irais d'engrais, chimiques, qui est utilisable en agriculture conventionnelle. Et nos prairies, sans être bio, sont quand même, j'irais, bien en valorisation bio. Alors après, au niveau des cultures, on a, moi j'ai un petit projet en tête de remettre une conversion sur quelques hectares en bio pour faire des plantes aromatiques, des huiles essentielles. Mais bon, ça c'est un autre projet. Ça. Donc, Géry, je vous propose de vous faire partager une vidéo sur la culture biologique. Dans l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire normale, la priorité c'est la rentabilité, pas l'environnement ou le bien-être animal. Il faut produire beaucoup pour pas cher. Dans cette agriculture industrialisée, on utilise donc des produits chimiques contre les insectes et les mauvaises herbes, ou pour aider les fruits et légumes à pousser plus vite. L'agriculture biologique est plus en harmonie avec la nature. Les produits chimiques et les OGM sont interdits. Pour protéger le sol, on plante chaque année des cultures différentes sur un même champ. Les animaux doivent être élevés dans de bonnes conditions. C'est plus difficile, ça dégage moins de profit. C'est pourquoi les produits bio sont plus chers. Les pesticides tuent aussi les insectes utiles, comme les abeilles. Les herbicides éliminent aussi les petits végétaux ou les fleurs des champs qui servent de refuge ou de nourriture à certains animaux. L'engrais s'infiltre jusqu'aux nappes d'eau souterraines et pollue ainsi celles que nous buvons. Les fruits et légumes traités chimiquement contiennent des résidus dangereux. Les aliments bio sont moins exposés aux polluants. Ils sont généralement plus sains et meilleurs. La plus ancienne association d'agriculteurs bio, Demeter, existe depuis 1928 en Allemagne. Plus de 1500 fermiers appartiennent à cette fédération. Il existe plusieurs normes pour définir un produit bio. Demeter a les règles les plus strictes, le label européen les plus souples. Malgré ces différences, une chose est claire, si l'étiquette mentionne bio, le produit doit être bio. Les agriculteurs biologiques sont régulièrement contrôlés. Chaque produit bio porte le nom ou le numéro de l'autorité d'inspection compétente. De plus en plus de gens achètent du bio, par conséquent de plus en plus de produits biologiques sont importés de partout. L'agriculture biologique existe dans presque tous les pays du monde. Mais si vos tomates parcourent des centaines de kilomètres, ce n'est plus très écologique.
Il vaut mieux les acheter directement chez l'agriculteur bio du coin ou au marché des producteurs. Donc, Géry, vous faites pas de bio, mais vos digestats vous permettent de tendre vers le pas zéro phyto, mais moindre. Alors, oui, donc comme je reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le bio, j'entendais dans le reportage des non-OGM. Je vais prendre la production laitière aujourd'hui. J'ai toujours été, je dirais, friand de faire un lait de qualité. Donc nous, c'est le lait Kanja, hein, donc de chez Sodial. Donc Yoplait, hein, pour pas le citer. Donc nous on a une volonté, comme on utilise pas mal d'herbes, beaucoup d'herbes, donc même si on n'a pas une valorisation bio, voilà. Et donc à partir de l'été prochain, alors ça fait déjà 5 ans que je fais du lait naturellement enrichi en oméga 3, c'est-à-dire qu'on nourrit les animaux avec beaucoup d'herbes, avec du lin. Donc l'on achète, donc le lin qu'il est aussi tracé bleu blanc cœur. On peut voir différentes publicités, j'irai sur les différentes chaînes, tout ce qui est viande bleu blanc cœur, les œufs et donc le lait. Et à partir de juin l'année prochaine, on va avancer un critère en plus, c'est-à-dire qu'on va s'interdire d'acheter du soja OGM. Donc c'est-à-dire que demain, tout ce qui est production de protéines viendra alors avec du colza, avec du soja, mais j'irais non OGM. Alors comme nous, on va partir simplement avec du colza issu de la production française, plus d'herbe, et on est en train de retravailler sur la qualité de l'herbe, la qualité du lait. Donc on fera certainement un peu moins de lait, on sera payé un peu plus, mais de toute façon le nerf de la guerre dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, qui dit contrainte supplémentaire dit coût supplémentaire. Et amener des contraintes supplémentaires, donc que ce soit dans le bio, et là ça a bien été dit, c'est qu'aujourd'hui c'est les consommateurs qui doivent, alors les consommateurs peuvent nous imposer de faire des choses de qualité, mais il faut qu'à un moment donné le consommateur puisse y mettre un peu le prix, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui vaut mieux travailler avec un produit local bien tracé, tout ça, que faire venir, alors ça ce sont mes positions, mais de faire venir des fois des produits bio qui ont traversé le monde entier. Et donc entre les deux, il faut trouver un juste milieu. Il y a le bilan carbone dans tout ça, et il faut travailler. Et c'est tout cet aspect-là que j'ouvre, j'irai en accueillant des écoles, hein, aussi bien non agricoles qu'agricoles, pour ouvrir toute une perspective, j'irai dans l'évolution de notre métier. Très bien. Et tout à l'heure, j'ai cru comprendre dans vos propos que vous étiez quelqu'un avec votre frère et associé très inventif et curieux. Et il me semblerait que vous allez, dans une partie de vos 200 hectares, y consacrer un nouveau projet. On peut avoir quelques mots là-dessus? Alors oui, alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc mes associés, on a un des associés, donc Eric, qui s'en va en retraite dans 2-3 ans. Donc moi j'ai un jeune à installer, donc mon fils normalement va reprendre derrière notre associé, donc d'ici 3 ans. Et par rapport, grâce à la spiruline, j'ai appris à, vous savez, je me suis retrouvé en tant que paysan. J'irai dans des salons santé bien-être à vendre de la spiruline et à voir autour de moi des personnes qui vendent du bien-être aux gens, des huiles essentielles, voilà. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui me passionne, hein. Donc là, je vais en formation encore. Je m'en vais à partir de samedi, plusieurs samedis en formation sur les plantes aromatiques. Et aujourd'hui, on a un vivier dans les Hauts-de-France de pouvoir produire la plante aromatique. Donc aussi bien pour faire des huiles essentielles que pour faire des plantes séchées. Et donc comme il faut de la chaleur pour faire tourner un distillateur, donc on a tout un projet local et collaboratif autour de, voilà. Et donc par rapport à ça, il va falloir qu'on passe, alors là on n'est plus sur 200 hectares, on est sur 2-3 hectares. Donc c'est un projet qu'on va mener dans les 5 prochaines années. Mais bon, là c'est pareil, je repars en formation sur quelque chose que je connais pas du tout. Mais bon, voilà, on est toujours sans cesse en train de se remettre en question et donc voilà. Donc je sais pas si on va y arriver. Donc rendez-vous dans 5 ans pour voir si je suis toujours là et si je suis peut-être vendeur d'huile essentielle et de plantes aromatiques. Mais bon, c'est un projet qui pour moi me tient à cœur et qui donne un sens
aussi à l'évolution de notre métier. Donc ça veut dire que vous avez travaillé avec des plantes locales qui sont issues de la Sambre-Avesnois ou du territoire plus large au niveau des Hauts-de-France? Alors oui, alors je suis pas encore expert en la matière, mais aujourd'hui on a à peu près 4-5 plantes qu'on pourrait vraiment faire. Alors on parle de la production plein champ, c'est-à-dire que l'on pourrait mettre à l'échelle de un demi-hectare, 1 hectare. Donc on parle de la menthe poivrée, on parle de la camomille, du lavandin aussi. Donc on parle de réchauffement climatique, hein, mais il faut savoir que 1 degré de prix, c'est des plantes, je vais prendre comme le lavandin, des choses qu'on pouvait pas faire en dessous de Paris, hein, enfin au-dessus de Paris, et qu'aujourd'hui le fait de gagner 1 degré, c'est des plantes qu'on peut facilement, bouger de 200 km. Donc la spiruline, si je prends la spiruline, elle est infaisable dans les Hauts-de-France, j'y suis arrivé. Donc ces plantes-là, donc aujourd'hui on est en train de travailler. Donc c'est mis sous serre pour l'instant, donc il y a des essais qui vont être menés, et donc ça c'est un projet justement, on est en train de travailler avec les élus locaux aussi, hein, parce qu'on a la forêt de Mormal, on a dans les Hauts-de-France, on a quand même un vivier de plantes aromatiques, et donc voilà, c'est quelque chose qui est facilement faisable dans les Hauts-de-France, mais on part bien évidemment d'une page blanche, donc c'est-à-dire que tout est à créer en termes de production, de distillation et de commercialisation. Une dernière question pour finir. Puis-je vous demander pourquoi vous avez eu envie d'être ambassadeur Proche Orientation? Alors bon, comme vous avez bien pu comprendre, même si c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années, hein, je souhaite transmettre aux jeunes la passion que j'ai pour mon métier, dans sa diversification, hein, donc aussi bien au niveau de l'élevage, des cultures, de la spiruline, des plantes aromatiques, et surtout de leur dire que cela me permet de me sentir utile au quotidien. Je vais prendre aujourd'hui, on est dans une période Covid, hein, on parle de 2e confinement, et tous les jours je reçois des messages, des mails, parce que j'ai proposé d'envoyer la spiruline, parce que les gens peuvent de moins en moins se déplacer, parce qu'aujourd'hui les gens veulent consommer autrement, et donc je propose de faire les envois de spiruline. Et donc tout ça, au quotidien on est proche de la nature et de réfléchir sans cesse à de nouvelles perspectives. Bon, rien n'est figé dans notre métier, et c'est important de le savoir et de le transmettre et surtout de le dire. Géry, je vous remercie de nous avoir consacré un moment au nom de la région de France et de la direction Proche Orientation. Et je vous souhaite bon vent pour ces polycultures, ce biogaz, la spiruline et plein d'autres projets. Et j'espère vous revoir dans un prochain rendez-vous. Et je remercie également les auditeurs, et de rappeler que tous les mardis à 10h et les jeudis à 15h, un rendez-vous Proche Orientation traitera de différentes thématiques. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une belle journée.